Donc dossier numéro 3. Donc question 1, on retrouve une pancytopénie, parce qu'à la NFS, on a une anémie qui est normochrome et arégénérative. On a une leucopénie avec une neutropénie et une thrombopénie. Ok. Alors la question c'était les examens. Donc un myélogramme en urgence. J'avais fait un fond d'œil, un groupe Rhésus-RAI, TPTCA fibrinogène, un frottis et j'avais refait une NUM. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais voilà. Et des LDH aussi. Alors vas-y, répète. Juste. Myélogramme, Ouais. fond d'œil, groupe Rhésus-RAI, TPTCA fibrinogène, frottis et LDH. Ok. Le fond d'œil. Le fond d'œil parce qu'il a une thrombopénie. Je pense, ouais, 52 000. Du coup, voilà. Je l'avais oublié la dernière fois, donc je l'ai mis. On le fait globalement dans les PTI, donc les purpura thrombopéniques immunologiques, qui sont très, très, très profonds, les malades qui ont 3-4 000 plaquettes, parce qu'on sait que le fond d'œil est corrélé au risque hémorragique. Globalement, quelqu'un qui a 50 000 plaquettes, il a un risque hémorragique spontané qui n'est pas majeur. Tu peux le faire, mais l'intérêt dans le PTI, c'est en gros, est-ce qu'il faut que je mette des immunoglobulines à ce malade pour qu'il remonte très vite ses plaquettes? Est-ce qu'éventuellement, il faut... Oui, enfin la présence de Cordoer va nous faire évoquer une lame et oui, il faut faire un myélogramme puisque ça va nous permettre notamment de faire le cariotype, un but pronostique et thérapeutique. Ok. Donc, le diagnostic de leucémie aiguë, ça se fait sur la moelle, donc il faut faire une moelle. Ça permet effectivement ensuite de préciser le type de leucémie aiguë selon les classifications que vous pouvez connaître, mais je ne suis pas sûre qu'on vous les demandera. Et effectivement, alors de faire un immunophénotypage parce que ça permet de suivre éventuellement la maladie résiduelle quand les blastes expriment des marqueurs anormaux. Une fois que les patients sont en rémission, éventuellement on peut suivre le pourcentage beaucoup plus précisément qu'à l'œil nu avec le phénotypage. Parfois, il y a des patients qui ont des leucémies aiguës dites indifférenciées, c'est-à-dire qui n'expriment aucun marqueur qui permettent morphologiquement, quand on regarde les blastes, de dire si c'est lymphoïde ou myéloïde. Ça permet de caractériser mieux s'ils expriment des marqueurs myéloïdes ou lymphoïdes, l'aligner et d'orienter le traitement parce que le traitement n'est pas le même. Ça permet effectivement de faire un cariotype et éventuellement un fiche, systématiquement quasiment un fiche, pour rechercher certaines anomalies qui ont un impact vraiment pronostique, voire éventuellement thérapeutique dans le cadre de la leucémie aiguë promyélocytaire. Et ça permet de rechercher des réarrangements des IGH dans les leucémies aiguës lymphoïde B, du TCR dans les LALT et de certains remaniements qui sont associés à certaines leucémies aiguës, et là aussi ça a une valeur pronostique et ça permet de suivre la maladie résiduelle, donc c'est important, et c'est important de faire les trois. Voilà, la maladie résiduelle c'est des choses que vous n'avez pas besoin de connaître précisément, mais il faut savoir que ça permet de suivre les malades de façon beaucoup plus précise une fois qu'ils sont en rémission, et de voir réapparaître des maladies éventuellement beaucoup plus précocement alors qu'elles sont détectables que par biologie moléculaire, et éventuellement de retraiter les gens de façon plus précoce et de faire des traitements de rattrapage plus adaptés dans des conditions meilleures. J'ai une question juste, est-ce qu'on doit plutôt utiliser la classification OMS ou FAB? Ou FAB, prenez la classification OMS. OMS. Oui, parce qu'elle inclut les quelques transcrits qui sont importants. Alors vous n'avez pas besoin de les connaître tous, je pense. Globalement, il faut que vous connaissiez PML RAR alpha, la translocation 15-17, parce que c'est quand même un modèle de traitement adapté, traitement quasiment étiologique, en gros, avec l'ATRA, et que c'est une des meilleures réussites parce qu'on soigne quand même beaucoup plus de patients, on guérit plus de patients que dans les autres types de leucémie. Il faut connaître Becerra-Belson pour la même raison, parce qu'il y a un médicament, ça aboutit
au développement du Glivec et qu'on sauve des patients, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on devait leur faire des allogreffes de moelle pour les traiter. Et voilà, il faut connaître cela. Connaître tous les transcrits, non, il faut connaître ceux qui... la 15-17 et après la classification FAB. Mais c'est un peu, en fait, c'est l'une plus l'autre, quoi. L'OMS, c'est la FAB et quelques transcrits, mais je suis pas sûre qu'on vous demandera ce genre de choses. Je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Donc les complications, ça va être celle de l'insuffisance médulaire, donc les complications hémorragiques qui compliquent la thrombopénie, les infections surtout à pyogènes qui compliquent la neutropénie. Il peut aussi y avoir un syndrome de leucostase, et c'est tout ce que j'avais mis. Ok. Alors, trouble de l'hémostase, la CIVD. Même si c'est pas une lame 3, il peut y avoir des CIVD, surtout au début du traitement, dans tous les types de leucémie aiguë. Et même si ce n'est pas une LAM3. Et le syndrome de Lise tumorale, si les patients n'ont pas de syndrome de Lise spontané, ils peuvent quand même faire un petit syndrome de Lise qui est rarement majeur quand ils ne sont pas hyperleucocytaires, quand on commence le traitement. Mais il faut quand même le garder en mémoire parce que parfois on l'oublie et on a quelques soucis après. À quoi est due la CIVD ? Je vais y arriver. À la libération de facteurs activant la coagulation lors de la destruction des cellules tumorales. Et classiquement, les cellules qui se multiplient vite, elles se détruisent aussi vite. Et quand on met de la chimiothérapie, on détruit les blastes, donc on libère des facteurs activateurs de la coagulation. Alors la question 5, j'ai mis que ça a un intérêt pronostic selon le type d'anomalie et le nombre d'anomalies qu'on retrouvait au karyotype. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça oriente vraiment la thérapeutique, c'est important. Et il y a certaines translocations, anomalies récurrentes, qui sont des indications d'allogreffe en première rémission. Parce qu'on sait que les patients vont tous systématiquement rechuter après la chimiothérapie seule. Donc il faut penser à le faire. Je voulais juste savoir, ici, vu qu'elle est quand même en aplasie, il y a quand même un risque de leucostase ? Non, elle non. Je l'ai mis, ouais. Non, il n'y a pas de risque de leucostase si elle est pas hyperleucocytaire. Il faut se méfier avec les LAM4 qui peuvent facilement donner des leucostases, même quand ils ne sont pas très hyperleucocytaires, parce que c'est des blastes qui adhèrent plus. Mais là, non. La question 6, donc j'avais mis que ça permettait de stériliser l'air et de prévenir les pathogènes aéroportés, comme l'aspergillose. Voilà. Donc ça filtre l'air, plus que de le stériliser. Et effectivement, c'est essentiellement pour les champignons et en particulier l'aspergillose invasive. Voilà. Donc le but de l'allogreffe est d'obtenir un effet GVL avec les cellules du donneur qui vont reconnaître les cellules du receveur comme étrangères et qui vont les attaquer et donc faire disparaître les cellules à la base de la leucémie. Enfin, je sais pas comment. En pratique, donc, la greffe de moelle, il y a deux types de greffe de moelle. Les autogreffes, qui en gros sont du supplément de chimiothérapie. Quand on fait une autogreffe, juste pour t'expliquer, quand on fait une autogreffe de moelle à un patient, on a pris ses cellules avant de lui faire sa chimiothérapie, on les a congelées, on lui fait une chimiothérapie assez forte qui induirait, si on ne réinjectait pas ces cellules, une aplasie de 35 à 60 jours, avec un risque infectieux qui est très important, de 40 à 60 jours. Parce que quand on fait 40 jours de neutropénie, le risque aspergillaire et le risque de complications, il augmente vraiment de façon exponentielle. Donc, dans l'autogreffe, on réinjecte les cellules du patient. Donc, c'est sa propre moelle, c'est autologue. C'est juste en gros, du supplément de chimiothérapie, quoi. Quand on fait une allogreffe, initialement, on a fait des allogreffes en se disant, si on réinjecte des moelles qui ne sont pas contaminées, ils vont moins rechuter. Et en fait, on s'est rendu compte que le bénéfice n'était pas au fait que la moelle n'était pas contaminée,
mais au fait qu'il y a une réaction immunologique entre les cellules du donneur, les cellules du système immunitaire du donneur, et les cellules du receveur. Sachant qu'on dit que les patients sont HLA identiques ou HLA compatibles, mais on n'est jamais identique à quelqu'un, même si on a les mêmes molécules HLA. On a des milliards d'autres différences, et toutes ces différences, plus tout ce que la cellule tumorale, parce qu'elle est tumorale, va exprimer à sa surface, font que le système immunitaire du donneur reconnaît le receveur, les cellules de la leucémie, qui sont comme anormales. Et ça a une autre conséquence majeure, c'est que malheureusement, il ne reconnaît pas que la leucémie comme différente, il reconnaît d'autres tissus, et en particulier le tube digestif, la peau et le foie, et ça donne une maladie qu'on appelle la GVH, qui est une maladie qui n'est pas une complication anodine, puisque ça tue en moyenne entre 30 et 50% des patients qu'on greffe. Voilà. La GVH, ça dépend, là, il y a une GVH différentes formes, aiguë, chronique, mais globalement, ça va toucher 30 à 50% des patients. Ça ne tue pas 30 à 50%, mais la TRM, ça dépend de l'âge des patients, ça dépend des maladies, ça dépend du type de greffe, mais il y a des pathologies, on a des TRM qui sont Treatment-Related Mortality, donc la mortalité qui n'est pas liée à la rechute, mais au protocole de greffe, qui peut atteindre jusqu'à 50%. Alors en général, c'est que le patient a un risque de rechuter et de mourir de sa maladie si on ne greffe pas, qui est de plus de 50%, sinon on ne lui proposerait pas de greffe. Mais c'est une complication qui est vraiment non négligeable. Alors, quelle est la probabilité qu'un de ses frères ou qu'une de ses demi-sœurs soit HLA compatible? Quels examens allez-vous réaliser pour le confirmer? En gros, je ne savais pas la probabilité de chacun. Mais j'ai dit qu'on allait faire un typage HLA pour chacun de ses frères et de ses demi-sœurs. Et en l'absence de donneurs, on pouvait, je crois qu'il y a une banque de donneurs, et à ce moment-là, on regarde ce qui peut être compatible, et on appelle le donneur, on fait le prélèvement et on le greffe. C'est ça, quand il n'y a pas de donneurs compatibles dans la famille, donc, ce qu'on appelle les donneurs géno-identiques, même s'ils ne sont pas 100% identiques pour ce qui est de non-HLA, on prend un donneur phéno-identique, c'est un donneur de fichier qui sera quand même un peu plus différent, puisque pour le reste de son génome, la probabilité qu'il soit différent est plus importante. Alors, dans une même fratrie, je vous rappelle que le système HLA, ça se transfère en bloc, en haplotype, et que globalement, pour simplifier, on reçoit un haplotype de son père, un haplotype de sa mère. Que donc, deux frères et sœurs, vrais frères et sœurs, ont en gros 25% de chances d'être identiques. Et il y a globalement entre 20, en moyenne, avec des histoires d'haplotypes plus fréquents, entre 25 et 30% de chances dans sa fratrie d'avoir un donneur. Quand on a une demi-sœur, elle ne peut pas être HLA identique, sauf s'il y a de la consanguinité ou si c'est un hasard monstrueux. Mais la demi-sœur, elle a un des parents qui est différent, elle ne peut pas être HLA identique.